Bonjour à tous et à toutes alors. À la suite du décès de notre père Maurice Rachepus, survenu le 13 juin 2020, jour d'une grande manifestation contre les violences policières, mon frère et moi avons décidé de faire éditer 11 des 60 livres qu'avait écrit notre père. Cela nous a pris plus de 3 ans en coédition aux éditions du Détour. Tout d'abord, je vais commencer par une petite histoire familiale. Nos grands-parents paternels sont nés en Pologne dans des familles juives traditionnelles dans les années 1920. La vie devenait très difficile pour les juifs. Notre grand-père, Naoum ou Nushim Ploki, a d'abord essayé d'aller en Palestine, puis il est arrivé en France en 1923. Une fois installé, il a fait venir notre grand-mère Rivka Rachepus, et il vivait dans un minuscule appartement à Aubervilliers. Le maire de l'époque, Pierre Laval, les marie en 1924. Notre tante Jenny est née en 1925 et notre père Maurice en 1928. Ils déménagent pour Vincennes dans un petit 2 pièces de 27 mètres carrés. Nos grands-parents ayant fui à la fois l'antisémitisme et un carcan familial trop traditionnel, ils vendent des chaussettes sur le marché d'Aubervilliers. Ils transmettent à leurs enfants une culture politique et des valeurs socialistes. Petits, ils assistent avec eux aux manifestations massives de 1936. Durant l'automne 40, la famille dut apposer l'affichette entreprise juive sur son étalage. Et puis arrive le port obligatoire de l'étoile juive pour toute la famille fin mai 1942. Enfin, au matin du 16 juillet 42, début de la rafle du Veldiv, la famille était arrêtée à Vincennes par des policiers français, dont un voisin. Ils ont été conduits dans un lieu de regroupement à Vincennes. Vers 15 h, un policier leur annonça que les enfants de nationalité française de 14 à 16 ans pouvaient sortir. Seuls les Ploki demandèrent à leurs enfants, Maurice et sa sœur Jenny, de partir et leur sauvant ainsi la vie. Les parents transférés à Drancy et puis à Auschwitz le 27 juillet, ils disparurent. Après la déportation de leurs parents, Jenny et Maurice vécurent 2 années difficiles, craignant constamment une nouvelle vague de rafles. À la mi-juin 1944, ils purent se mettre à l'abri jusqu'à la libération. Pour Maurice, ce lien entre passé et présent est constant, notamment dans la surveillance de la police. Ils ont volé des années de vie à mes parents. Tous ont participé aux rafles quand ils étaient requis. Pratiquement pas un seul n'a démissionné. Si la police française ne s'était pas mise aux ordres, jamais il n'y aurait eu autant de dégâts. Il y a eu 250 000 déportés de France, dont 76 000 juifs, les autres étant pour l'essentiel des communistes et des gaullistes. Âgé de 16 ans à la Libération, il adhéra aux jeunesses communistes et au PC, mais il en fut vite exclu sans ménagement à 18 ans, accusé d'être un provocateur policier ou un hitléro-trotskiste. En octobre 1946, il adhéra à la section française de la 4e internationale. Il y suivit notamment des cours donnés par Michel Pablo. Chez les trotskistes, il découvrit la réalité de la répression aux colonies, notamment en Algérie, les massacres des Sétifs en mai 1945. Cependant, le dogme du soutien inconditionnel à l'URSS, premier État ouvrier, ne lui convient pas, ce qui l'amena à rejoindre la tendance socialisme ou barbarie, animée par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Sa sœur Jenny a un parcours politique voisin. Elle était la compagne de Jean-René Chauvin, militant trotskiste et ancien déporté successivement à Mauthausen, Auschwitz, Birkenau et Buchenwald. Il participa aux marches de la mort en 1944 et en 1945 et en réchappa de justesse. Il garda jusqu'à la fin de sa vie une santé fragile et il écrivit un livre en 2006, Un trotskiste dans l'enfer nazi, Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald, 1943-1945. Aux éditions Sileps. Ouais. Pendant ces années d'après-guerre, la situation professionnelle de Maurice était précaire. Pendant quelques années, il fut moniteur de colonie de vacances, un bref moment docker et OS à l'usine. Fin 1948, il partit travailler en province comme éducateur dans une maison d'enfants de déportés. Le fait que ses parents soient morts en déportation ne lui permit pas d'échapper au service militaire car ils étaient étrangers, donc pas morts pour la France. Mais sitôt dans un régiment, cet antimilitariste dans l'âme tombait malade et finalement, au bout de 3 tentatives d'encasernement, l'administration militaire le déclara réformé définitif, mais seulement au printemps 1951. L'armée m'avait tenu 2 ans et demi en laisse, disait-il. En 1950, la découverte des surréalistes de Benjamin Péret et de la poésie de Prévert lui donnèrent l'impression de renaître. Débuta pour Maurice une période d'errance dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qu'il décrit comme une étape, une oasis de liberté provisoire. Coupé du monde du travail, il vécut d'expédients, endura la faim et tenta de publier ses poèmes dans des revues éphémères. Expérience importante cependant en 1952,
quand, embauché à l'IFOP pour effectuer des enquêtes d'opinion, il voyagea en province, Grenoble, village de la forêt des Ardennes, Basses-Alpes et peut-être surtout le bassin minier du Nord autour de Lens. Également, rencontre marquante avec Édouard Glissant, qui le premier lui parla d'Aimé Césaire, véritable révélation pour lui. Son mariage en 1954 avec Marie-Jeanne, il avait 26 ans et elle 18 ans. Et bientôt à l'arrivée de leur fille Michel, septembre 55, et puis de leur fils Marc, août 57, ne mit pas fin à son instabilité professionnelle. En dépit de sa prise de distance organisationnelle avec les trotskistes, il apporta tout de suite son aide à 2 anciens élèves d'Ivan Crépeau, instituteur ancien trotskiste, quand ceux-ci le contactèrent à la mi-septembre 55 pour organiser une manifestation contre la guerre d'Algérie commençante. À 3, ils mirent en place un comité des mouvements de jeunesse de la région parisienne contre l'utilisation du contingent en Algérie et parvinrent, malgré les embûches venues des jeunesses communistes, à organiser un rassemblement de plusieurs milliers de personnes au quartier latin le 13 octobre 1955. Malgré quelques travaux alimentaires souvent harassants, Maurice continua tout au long de ces années à rédiger des chroniques de conjoncture pour la vie des métiers. Cette publication importante, ayant besoin d'un réviseur de Maurras, qui sont les dernières épreuves avant impression, fut embauché à l'automne 58. Le voilà dans la presse avec la conviction intime qu'il ne reviendrait plus ni à l'usine ou à l'atelier. Intégré dès le début au secrétariat de rédaction, mais travaillant aussi au marbre de l'imprimerie, Maurice réalisa un rêve, travailler en compagnie de typographes, l'aristocratie ouvrière. De fait, apprenant beaucoup et vite, il franchit une étape et obtint sa carte de presse au bout de 3 ans. Le voilà journaliste, bientôt secrétaire de rédaction, premier secrétaire en 64 et en octobre 67, secrétaire général de rédaction. Il avait l'impression d'avoir enfin le droit de vivre heureux en famille. En septembre 65, il quitta le petit appartement de ses parents à Vincennes, 27 mètres carrés, pour un appartement de 75 mètres carrés à Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, où chacun des 2 enfants eut sa chambre. Je dois dire que je ne garde aucun souvenir de ce petit appartement où tant de choses tragiques s'étaient déroulées. En effet, mon père ne parlait pas de son origine, de ses parents, de sa famille. Il y avait une sorte d'omerta. Nous avons appris cette histoire, j'avais 11 ans, et toi 9 ans à peu près, avec des photos à l'appui. Maurice fut de l'aventure du Pays Sud, dont il anima comme secrétaire la section de Vincennes. Il participa avec ses camarades du Pays Sud à la plupart des manifestations parisiennes, notamment à celle du 8 février 62, qui se termina par la mort de 8 manifestants au métro Charonne. Élu secrétaire du comité d'entreprise de la vie des métiers au printemps 68, il co-organisa avec eux et 2 autres collègues la grève à la vie des métiers en mai 68. Des événements qui l'ont surpris comme la majorité des Français, mais auxquels il participa activement à partir du 13 mai, passant de la Sorbonne à l'Odéon. Cette présence lui permit de voir de près l'intensité de la répression de la violence policière. Nous étions trop petits, mon frère et moi, pour y participer. Il nous emmenait des fois le matin voir la Sorbonne et les lieux des luttes de la veille. Nous regardions la télévision le soir avec notre mère, anxieux pour lui. Cet engagement est vite connu de la veuve de Sino Del Duca qui dirige désormais le journal. Pour Maurice, c'est donc la mise au placard et puis le licenciement après 13 ans, fin avril 71. Après un travail temporaire au Monde et quelques mauvaises expériences dans des revues sans intérêt, il devient, en octobre 72, rédacteur en chef de la revue de la formation permanente qu'il anima durant 3 ans. Licencié en 76, il termina sa carrière de journaliste 10 ans plus tard comme pigiste, travaillant pour une 30aine de publications. Et plus que jamais, il continuait à militer. Journaliste conventionnel le jour, je redevenais chroniqueur militant le soir, disait-il. À Fontenay-aux-Roses, avec d'autres, il créa un comité d'action et un journal renéoté. L'enragé de Fontenay-aux-Roses, une 20aine de numéros jusqu'en 69, lui succéda Action banlieue sud, paraissant régulièrement jusqu'en 75. Je me rappelle bien car ce journal renéoté se faisait en famille. L'impression dans la chambre de mon frère, le pliage et la mise sous pli dans la salle à manger, en famille. Tous les sujets de mobilisation de l'extrême gauche étaient relayés et illustrés localement. Ces activités multiples menèrent au bord de l'épuisement en novembre 1975. Il mit de longs mois à récupérer sans pour autant abandonner son activité professionnelle. Son journal Action banlieue sud dénonçait aussi la répression anti-jeunes. Ayant réuni, après 1968, des milliers de fiches sur la répression policière, Maurice sera en mesure, avec Jean-Michel Mention, de créer l'Observatoire des libertés publiques en mai 1994,
après l'assassinat du jeune Macomet, 17 ans, par un policier le 6 avril 1993 au commissariat des Grandes Carrières. Maurice se lance après mai 68 dans un archivage consensueux, toujours sourcé, de l'actualité sociale et politique de son temps. Tous les jours, il relève dans la presse une brève insignifiante ou un article qui l'intéresse. Il la découpe, la colle sur une fiche Bristol et inscrit dessus la source, la date, une petite annotation. Il conserve le tout dans des fichiers précieusement rangés chez lui, grève, crimes policiers, mobilisation. Ayant quitté brutalement l'école à 14 ans, Maurice s'invente une méthodologie singulière et non académique qui constitue ainsi une œuvre historique d'une richesse rare sur des épisodes peu étudiés de l'histoire récente. Une sorte de chronique par en bas de son époque, construite comme un rempart contre les dangers de l'histoire officielle. Environ 73 boîtes organisées en différentes sections, chaque boîte comprenant à vue de nez 400 à 500 fiches. Le nombre donne évidemment un peu le vertige. Tout est conservé à la contemporaine. Il assura la publication de plus de 200 numéros du bulletin de Que fait la police, jusqu'en 1999. Le dessinateur Faujour fera de très nombreux dessins pour illustrer le journal. Comme notre père était un fervent défenseur de la machine à écrire manuelle et traditionnelle, il n'entendait rien aux techniques modernes et ne voulait pas en démordre. Je recevais donc régulièrement des feuilles machines que je recopiais avec un logiciel de reconnaissance de texte et je lui renvoyais prêt à photocopier. Contre la renaissance de l'extrême droite et des fascistes, il fut aussi en mai 90 un des initiateurs du réseau Ralfron, dont il sera président pendant quelques années. À certaines occasions, il venait défendre des accusés sur certains procès. Outre ses ouvrages sur la police et aussi de la part de cet antisioniste sur Israël et les Palestiniens, Maurice Rachfus traita à la fois en témoin et en historien dans de nombreux ouvrages de la période de Vichy et de l'occupation, au cours de laquelle sa famille fut disloquée, détruite, lui laissant une blessure définitive. À partir d'octobre 1976, il travaille en bibliothèque sur l'histoire de l'UGIF. La prestigieuse collection Que sais-je des PUF fit appel à Maurice pour l'ouvrage sur la rafle du Veldiv en 2002. De même, plus récemment, en 2017, l'homme de théâtre Philippe Auguste monta son spectacle La rafle du Veldiv au théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris 18e, d'après 3 livres de Maurice. Toutes les publications de Maurice sont en ligne sur le site de l'association Les Amis de Maurice Rachfus. La photo qui a servi de logo à notre association a été prise par Gérard Benoît Laguillaume, photographe, lors d'une des cérémonies de baptême de ces bidons qui servent lors de ces installations de Bidons sans frontières. En 1992, Maurice Rachfus avait soutenu une thèse de doctorat en sociologie sur le thème de la manipulation de la mémoire. Il fut reçu avec les félicitations du jury. Sa mort le 13 juin 2020, en pleine explosion des protestations contre les pratiques policières, fut largement commentée par la presse. Les éditions Libertalia, qu'il avait éditées, annoncent « Maurice Rachfus vient de nous quitter après un combat inégal de 6 semaines contre la maladie. Nous poursuivons ces combats pour la justice et l'émancipation. Ami, ta rage n'est pas perdue. » Il est inhumé le 18 juin 2020, dans le cimetière communal de Cachan, en présence notamment, outre de ses enfants Michel et Marc et de ses petites-filles, de l'adjoint au logement de Paris, Yann Brossard, de l'ancien candidat du parti NPA, alors LCR, à l'élection présidentielle Olivier Besancenot, du journaliste David Dufresne ou encore de la maire de Cachan, Hélène de Commernon. Auteur d'une 60aine d'ouvrages, il avait récemment confié à Libération son souhait de vouloir transmettre ses archives d'articles autour des violences policières, méticuleusement constituées de 68 à 2014. La bibliothèque La Contemporaine, bibliothèque archive musée des mondes contemporains, qui avait eu un contact quelques mois avant son décès, est venue récupérer les archives et les boîtes de fiches de Maurice, et on peut les voir et les consulter à Nanterre au siège de la nouvelle bibliothèque de La Contemporaine. Maurice nous a appris l'esprit critique et l'insoumission à l'ère du temps. Il n'a jamais recherché le confort des majorités dont il se méfiait. Passé par plusieurs partis politiques, il a fini par choisir une voie personnelle tout en continuant de cousiner, comme il aimait à le dire, avec les uns et les autres, à gauche de la gauche. Voilà. Bravo. Oui. Et sa thèse est disponible ou pas? Bonne question. Est-ce qu'elle existe encore?
Elle doit être certainement disponible à l'université de Nanterre, c'est là qu'il Oui, l'a à passé. la Donc, Nanterre. moi, j'en ai jamais eu, je l'ai jamais eu en main. Mais en fait, c'est pas une thèse en tant que telle, c'est le doctorat qu'il a passé. C'est ce qu'on appelle un doctorat sur travaux. Donc, en fait, il avait préparé un document pour expliquer toutes les recherches qu'il avait effectuées, et le doctorat lui a été, comment dire, attribué par le jury sur la base de l'ensemble des travaux réalisés. D'accord. Donc, il n'y a pas une thèse en tant que telle. Il doit y avoir quand même une synthèse. Oui, ça manque quelque chose à Nanterre, oui. Moi, je n'ai gardé que le carton d'invitation à la présentation de son Du coup, doctorat. alors, c'est peut-être en contactant l'université de Nanterre. Oui, que... certainement, il faudrait leur poser la question et retrouver la date précise, mais comme j'ai le carton, on doit pouvoir retrouver la date. Oui. Ouais, c'était une belle revanche sur quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, quoi. Bah oui. Ah, Et l'intitulé exact Exactement. Pas mal. Sur le thème de la manipulation de la mémoire. Ouais. Pas mal. Alors, En fait, pour revenir sur cet épisode, ce sont un certain nombre de profs d'université proches de Maurice qui appréciaient à la fois son engagement et ses travaux, qui lui ont proposé de passer ce doctorat pour essayer de mettre fin, si c'était possible, je dirais, à tous les procès en sorcellerie que lui valait effectivement son côté autodidacte auprès de certains universitaires et chercheurs qui, se pensaient propriétaires à la fois d'un certain savoir et puis des domaines dans lesquels Maurice avait osé commencer à chercher, et surtout sur les domaines que certains de ces chercheurs ne voulaient pas aborder pour plein de raisons, soit parce que c'était des sujets qui n'étaient pas forcément à la mode, ou des sujets qui précisément remettaient en cause un certain nombre de choses, comme ça a été le cas sur l'UGIF, sur la police de Vichy ou sur d'autres. Et c'est vrai qu'il a été pionnier sur pas mal de recherches, et un certain nombre d'universitaires remplis de morgues expliquaient que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'il n'avait pas les bons diplômes, qu'il savait pas, qu'il savait pas faire et qu'il fallait laisser faire les sachants. Donc c'est ça l'origine aussi de ce doctorat sur travaux. C'était une façon aussi un peu de couper court à toute toute cette malfaisance d'origine universitaire qui n'était pas générale, mais dont certains usaient du haut de leur titre et de tout leur savoir. Et du coup, ça veut dire que, outre l'analyse de certains documents existants qu'il avait pu faire d'une façon plus personnelle, il a dû mettre à jour d'autres documents que certains historiens n'étaient jamais allés rechercher. Oui, par exemple, c'est vrai que concernant le GIF et puis un certain nombre de sujets autour de l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, il est allé au centre YIVO à New York, et il est allé déterrer des archives que peu de chercheurs étaient allés consulter, se contentant de ce qui était disponible au CDJC à Paris, par exemple. Oui, il est sorti du savoir académique. Oui, et puis je pense qu'il a enrichi. Oui, et puis il remettait en cause un certain nombre de dogmes, un certain nombre de choses qui semblaient acquises, et puis il n'était pas, il n'avait pas de tabou par rapport à une communauté, et il pensait que si les saloperies avaient été réalisées par les uns et les autres, il fallait parler de ces saloperies, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles avaient été commises, ou quelles que soient les communautés qui les avaient commises. Donc ça lui a valu pas mal d'inimitié, bien entendu. En tout cas, c'est cruellement d'actualité. Oui, absolument. C'est pour ça que c'est... La chasse aux sorcières est de retour. Absolument. Non, avec Michel, on voulait quand même saluer le très beau travail qui a été réalisé ici par tous les camarades qui ont beaucoup dépensé de temps, d'énergie pour réaliser cette petite merveille qui est la reconstitution de la bibliothèque de Maurice. C'est magnifique. Ici même, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. J'évoquais tout à l'heure le fait que des bibliothèques de militants, il y en a des centaines, peut-être des milliers, et que c'est vrai que toutes les conserver, c'est impossible. Après, c'est vrai que quand on a commencé à chercher
un port d'attache. Qu'est-ce qu'elle a de plus que d'autres bibliothèques de militants, cette bibliothèque? C'est vrai qu'on pourrait dire, après tout, ni plus ni moins, sauf que, bon, bien sûr, nous, on y était attachés pour des raisons que vous pouvez bien entendu imaginer, mais au-delà, je dirais, du côté, comment dire, à la fois familial et enfin, l'attachement qu'on pouvait avoir à notre père, on trouvait que cette bibliothèque, elle était à la fois une bibliothèque de militants, donc avec sur quand même une très très longue période, des années 50 aux années 2010-2020. C'était aussi une bibliothèque de chercheurs, c'était également une bibliothèque d'historiens, d'écrivains, donc avec, à la différence de certaines autres bibliothèques, une très grande richesse de sujets. Il n'était pas monomaniaque, Maurice. Il peut être monomaniaque sur des recherches, sur un certain nombre de sujets, mais sur la curiosité intellectuelle, c'était très, 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 très large. On le voit dans la bibliothèque. On a des domaines qui concernent des choses très classiques pour un militant, l'histoire du mouvement ouvrier, de la révolution russe, l'histoire de l'anarchie, mais puis après, le stalinisme, etc. Mais au-delà de ça, il a constitué une bibliothèque très, je trouve, très, très ouverte, très éclectique. Il est allé très loin sur la question juive, bien entendu, sur la question de la violence et des violences policières en particulier, sur la question coloniale aussi. Donc c'est vrai que cette bibliothèque, elle a aussi des aspects qui sont, comment dire, très intéressants du point de vue de cette richesse et cette capacité à s'intéresser à des domaines très différents. Je peux encore parler? Je ne sais pas, parce que j'ai tendance à un peu monopoliser la parole. Mais... non, par rapport à la poésie, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs ouvrages dans sa bibliothèque, c'est souvent pour les personnes qui ont vécu des traumatismes, ce qui raccroche à une certaine beauté de la vie, on peut dire. Et vous disiez qu'il n'avait jamais pu être édité. Du coup, tout ce qu'il avait écrit qui n'a pas été édité, est-ce que c'est conservé? Il y a des choses qui sont à la contemporaine, qu'on a retrouvées dans les dossiers. Des choses qui sont manuscrites, des choses imprimées, il y en a très très peu. Il y a des choses qui ont dû être éditées à l'époque dans des revues totalement, inconnues, enfin, qui n'ont pas laissé de traces. Il fréquentait des bistrots dans le quartier de Saint-Germain, où le principe c'était de rester le plus longtemps possible autour d'un seul café, ce qui pouvait énerver les bistrotiers, mais ils étaient fauchés comme les blés. Hein. Et du coup, des fois, il rédigeait des poésies communes. Il y en a une qui s'appelle L'épuisement de la rime en I, je crois. Ah oui. Et celle-là, elle est à la contemporaine. Et ils sont plusieurs là-dessus. Ils ont également fréquenté à l'époque ce qu'on appelait le courant lettriste, avec Isidore Isou, qu'ils ont connu, qu'ils ont à la fois accompagné, puis parfois brocardé, de même que cet intérêt aussi pour le surréalisme. Enfin, il y a plein de choses là, pendant ces années, des années 51, 52, 53, jusqu'à son mariage avec notre mère, où effectivement, il y a un côté un peu poète maudit, oui, où il a beaucoup rédigé et été peu publié. Oui. Mais je pense qu'il y a des dizaines de personnes de sa génération qui ont connu la même chose. Oui. Oui. Non, mais c'était pour savoir s'il y avait des éléments manuscrits qui avaient pu être conservés. Très peu de choses. Il y en a à la contemporaine, mais c'est très peu de choses. Moi, j'étais loin. J'ai pas toujours été là quand il y avait l'archiviste de la contemporaine qui venait, donc j'ai pas tout vu, quoi. Parce qu'il y avait plein de choses enfouies dans son bureau qu'on n'avait jamais vues, quoi. En plus, ça a duré longtemps parce que c'était pendant le second confinement. À la fois l'été, le confinement n'était pas totalement terminé. Là où on a très très vite déménagé les boîtes parce qu'on ne voulait pas qu'il leur arrive des problèmes. C'est les boîtes avec les 27-28 000 fiches. C'est la première partie des archives qui ont été très vite déménagées à Nanterre. Et puis après, on a mis près de 6 mois en raison des conditions du confinement pour faire cet archivage. Mais je ne sais plus, c'est des dizaines de boîtes, hein, c'est énorme. Hein. Il y a des choses qu'il avait déjà archivées lui-même, où c'était à peu près
cohérent, rangé, etc. Mais les dernières années qui ont été plus difficiles Oui. en raison de la maladie de notre mère, hein, pour ça, pendant plusieurs années, Après, on n'entendait c'était un plus peu- parler de Maurice parce c'était- qu'il ne s'occupait que, Ouais. que de notre mère. Et tout s'entassait et il a fallu faire il y avait des strates un peu archéologiques. Ouais. Où il a fallu reconstituer les dossiers, essayer de comprendre que telle feuille appartenait à telle thématique. Enfin, on a mis beaucoup de temps à constituer aussi des archives à partir je dirais, des strates qui s'étaient formées sur le Sur les bureau. 2 dernières années. Ouais. Ouais. Et, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de son premier ouvrage? S'il y a quelque chose qui a... Je pense que la fin de sa carrière professionnelle, qui a été un peu compliquée, où il arrivait de moins en moins à faire des piges, et je pense que le fait aussi de l'autre côté d'avoir commencé à constituer son fichier, commencé à essayer de réfléchir de ce qu'il pourrait en faire, et je ne sais plus comment est né précisément, il l'écrit quelque part, il faut que je retrouve comment est née l'idée de travailler sur le GIF, mais à un moment donné, je pense qu'il avait lu le bouquin de Paxton hein, sur Vichy, qui avait été un coup de tonnerre. Hein, le bouquin de Paxton, quand il paraît en 75, 76, je ne sais plus exactement, c'est vraiment un coup de tonnerre parce que il n'y a pas d'école française qui s'intéresse au régime de Vichy. Et ce sont les Américains qui viennent dire ben voilà ce qui s'est passé sous Vichy. Et je pense que ça a été certainement un des ressorts. Et après, sur le GIF précisément, je ne me souviens plus exactement. Mais il a senti qu'il y avait quelque chose là sur lequel il fallait creuser un sillon et regarder de plus près ce qui s'était passé, comment cet organisme qui avait été créé à la demande des nazis s'était mis en place et s'était comporté. Et c'est là, effectivement, qu'il a commencé à gratter de plus en plus, à la fois au CDJC, puis après à partir aux États-Unis pour aller consulter les archives qui étaient conservées au YIVO à New York. C'est le premier livre? Le premier livre, c'est Les Juifs dans la collaboration, c'est le premier, en 1980. Il a commencé à travailler dessus en 76, 77. Il a commencé à travailler au CDJC, avec des gens qui ne le connaissaient pas, qui l'accueillaient très, très gentiment. Il s'est même fait d'excellentes relations avec certains archivistes, mais après la parution des Juifs dans la collaboration, ça a été très compliqué pour lui au CDJC. Oui. Alors il y a des gens qui l'ont conservé à la fois de l'amitié et de la confiance parce que considéraient qu'il était normal d'être critique vis-à-vis de ce qui s'était passé pendant la guerre, y compris de représentants de la communauté juive qui avaient collaboré de fait, et d'autres qui considéraient que il fallait surtout pas toucher, surtout pas parler de ça, il fallait laisser tous ces sujets sur le boisseau. Et après son premier roman plus autobiographique, on peut dire ouvrage. Alors en fait, il a en permanence, presque en tout cas, il est passé d'une étude historique à des livres plus personnels qui étaient plus des livres soit autobiographiques, soit des livres de réflexion. De romans, non, on n'en a jamais rédigé à ma connaissance, mais c'est vrai que je dirais que c'est 50-50, c'est difficile à dire, mais il y a une grande partie qui sont des études historiques, soit sur Drancy, sur la police de Vichy, sur la MOI, enfin bon, sur l'opération Étoile jaune. Il y a aussi ces récits qui sont plus à la fois militants, mais aussi une décence un peu journalistique quand il est revenu d'Israël, qui est retourné ensuite en Jordanie, en Cisjordanie, où ce sont des livres de reportage où il explique ce qu'il voit, alors après il analyse, etc. Et puis il y a des livres plus personnels comme Une enfance laïque et républicaine, Travail à perpétuité. Oui, le travail à perpétuité, où là il aborde plus des questions. Personnel. Oui, il est plus dans l'autobiographie, il est plus dans comment dire, oui, des livres où il revient sur son histoire, absolument. Et ça, il a fait ça quasiment pendant 40 ans, il est passé de l'un à l'autre. Merci pour ces... Merci surtout pour ce magnifique travail. Enfin, quand on a vu les locaux il y a 2 ans, c'est vrai qu'on n'imaginait pas... enfin si, on imaginait bien sûr que les choses allaient se faire, mais
fallait un peu d'imagination. Et puis tout ce travail à la fois, il y a les planchers, il y a les murs, il y a la peinture, il y a l'électricité, il y a tout le travail sur le bois, la réalisation des bibliothèques. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est certainement beaucoup d'absence à la maison, j'imagine. Non. Et puis, et puis après, l'installation de la bibliothèque, et puis là, maintenant, dans les jours ou semaines qui viennent, la possibilité pour ceux qui voudront venir lire, consulter des ouvrages, de pouvoir le faire en prenant un rendez-vous. On mettra très prochainement le listing en ligne sur le site de l'association. Puis après, il faut que ceux qui sont intéressés lèvent le doigt et viennent s'inscrire sur une adresse mail pour venir profiter de la bibliothèque. Ça me fait penser, par exemple, à la contemporaine où il y a toutes ces archives. On a été assez étonnés. C'est que très régulièrement, on a des demandes d'étudiants qui veulent consulter telle partie pour un sujet bien précis. Et il y a quand même pas mal de demandes. Oui, souvent ce sont des chercheurs qui sont ça fait sur vraiment, des thèses. ça fait super plaisir parce que c'est consulté sur des thèmes très différents, par des gens très différents. Et Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une, qu'on deux ait une demandes demande. et sur des aspects très, très différents. donc c'est super, quoi. Vous savez ce qu'il y a à la contemporaine, à part les boîtiers, non, les fichiers? Il y a tous Oui, ces oui, manuscrits. il y a un inventaire précis. Il y a un inventaire, oui. Oui, l'inventaire est sur le site là, de l'association. Et en allant sur le site de la contemporaine, on a aussi accès à cet inventaire. Il Et y en a donc une c'est qui est publique. carton par carton. Il y a quelque chose qui est public, après il y a les privés à lesquels il faut demander une autorisation. Oui, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on était d'accord pour Oui. que tout soit en accès direct, sauf quelques Sauf cartons. quelques cartons. Et c'est là qu'on a des demandes et on accepte, et on a pas mal de demandes. Donc, Soit parce que ce sont des choses sensibles, soit Ouais. parce qu'il y a des interviews, des entretiens qui ont été réalisés avec un certain nombre de personnes dont c'est pas forcément évident que les Soit noms livrés, soient livrés comme ouais. ça. Même chose pour le fichier. Alors le fichier, c'est les coupures de presse, mais on préfère qu'il y ait une demande pour savoir d'abord qui veut le consulter, pour quelle raison. Puis c'est certainement un des aspects les plus sensibles des archives. Et puis tout le côté personnel aussi. Il y a ces archives professionnelles en tant que journaliste qui ont été également déposées. Donc là aussi, on n'a rien contre le fait que ce soit consulté, seulement on veut savoir qui veut le consulter. En tout cas, bravo et puis un grand merci. Mais merci à vous. Donc, Merci à vous. on peut boire un coup là. On a mérité. Oui, La conférence.